Le temps. On aimerait toujours en avoir plus. Si seulement il existait un moyen d'échapper à ces contraintes et de voyager à notre guise dans le temps, pour visiter le passé lointain ou se retrouver plusieurs centaines d'années dans le futur. Les plus grands cerveaux du XXe siècle ont passé des dizaines d'années à tenter de faire de ce rêve une réalité, mais sans succès. Mais la science d'aujourd'hui nous ouvre de nouvelles voies étranges qui permettront peut-être de répondre un jour à cette question. Le voyage dans le temps est-il possible? Et si c'est le cas, comment y parvenir? L'espace, le temps, l'essence de la vie. Les secrets du cosmos se trouvent au sein des trous de verre. En un sens, tous les hommes, femmes et enfants qui peuplent la Terre voyagent dans le temps. Sans qu'on nous en laisse le choix, nous sommes tous impitoyablement propulsés vers l'avenir lors de notre périple de la naissance à la mort, sans aucun moyen de revenir en arrière, pas plus que nous ne pouvons connaître l'avenir. Quoique... Et si nous pouvions remonter le temps pour assister à des événements passés, ou nous rendre dans le futur pour découvrir notre destinée? Songez à tout ce que l'homme pourrait apprendre s'il voyait l'histoire se dérouler sous ses yeux. Ou à la manière dont il pourrait modifier sa propre vie s'il en avait la chance. Pour la plupart d'entre nous, la perte d'un proche est le plus dévastateur des chagrins. Les heures que j'ai passées avec ma grand-mère lors de mon enfance m'ont aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Je me dis souvent que j'aimerais la revoir, ou remonter le temps pour lui montrer l'adulte que je suis devenu, un rêve qui tient de l'impossible. Impossible. Vraiment? La science peut-elle trouver le moyen de relier le passé, le présent et le futur? Le voyage dans le temps est-il possible? Pour envisager une réponse, il faut tout d'abord comprendre la nature du temps, ce qui est beaucoup plus difficile que ce que nous pourrions le croire. Steve Jeffords est un spécialiste de l'atome et du temps. Je crois que nous pensons tous savoir comment marche le temps. Il s'écoule autour de nous, il passe, nous vieillissons, les choses qui se sont déroulées hier appartiennent au passé, etc. Mais au fond, je crois que personne ne comprend réellement ce qu'est le temps, que l'on soit physicien spécialiste de la question ou simple personne lambda. Steve travaille à l'Institut national des standards et de la technologie, situé à Boulder, au Colorado. C'est l'un des 6 laboratoires au monde qui calculent le temps universel coordonné, c'est-à-dire l'heure mondiale officielle. Cette table recouverte de lasers est l'horloge atomique NIST F1 à fontaine de césium. Elle mesure les vibrations nucléaires des atomes en oscillant 9 milliards de fois par seconde, soit à une échelle d'un 10 millionième de nanoseconde. Cette horloge mesure les intervalles de temps avec une précision de 16 chiffres. Quel est l'intérêt de mesurer le temps avec une telle précision? Il y a plusieurs raisons. Certaines sont purement scientifiques, mais d'autres ont une grande utilité dans la vie courante. Un système comme le GPS est avant tout un outil de mesure de temps. On installe des horloges atomiques sur les satellites et on s'assure qu'elles sont parfaitement synchronisées. Mon récepteur GPS sur Terre reçoit des signaux de chacun des satellites et mesure leur temps de parcours. Si le signal du premier satellite arrive 5 nanosecondes avant celui du deuxième, le GPS en déduit qu'il est 1,50 m plus près du premier que du deuxième. Il exécute cette opération avec 4 satellites et se sert donc du temps pour calculer sa longitude, sa latitude, son altitude et déterminer sa position.
Le simple fait que ce système fonctionne est déjà remarquable en soi. Mais il dépend par-dessus tout de la connaissance du temps à la nanoseconde près. Sinon, vous ne pouvez plus savoir de quel satellite vous êtes le plus proche. Notre style de vie moderne et high-tech dépend en grande partie de cette précision dans la mesure du temps. Mais plus nos systèmes de mesure gagnent en exactitude, et plus nous nous rendons compte que le temps ne s'écoule pas comme nous le pensions. En effet, le temps n'est pas universel. Curieusement, c'est même une notion très personnelle. Quelle heure est-il ? Eh bien, cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez et de ce qui se passe dans le sol sous vos pieds. Si l'on place une horloge dans un champ gravitationnel, elle ralentit à mesure que l'intensité du champ augmente. En fait, la Terre n'est pas rigide. C'est plutôt une sorte de balle de caoutchouc ferme. Elle se déforme quotidiennement au rythme des mouvements de marée. Et le sol qui se trouve sous vos pieds peut monter ou descendre d'une trentaine de centimètres. Tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur Terre. Si je soulève mon horloge de 30 cm, je l'éloigne du centre de la Terre. L'effet de la force gravitationnelle s'atténue un peu et le temps passe un peu plus vite. Mettons que vous avez une horloge d'une précision de 17 chiffres. Chaque jour, vous pouvez la voir accélérer, puis ralentir, puis accélérer à nouveau, selon les mouvements de 30 cm qui déforment la Terre. L'homme est incapable de percevoir ces différences infimes, mais les horloges les plus précises peuvent disséquer une seconde en 1 milliard de morceaux. Et à cette échelle, on voit en effet le temps changer selon l'endroit où l'on se trouve. Le temps et l'espace sont étroitement liés. Nous en arrivons rapidement au point où nous devons considérer l'espace-temps comme un tout plutôt que l'espace d'un côté et le temps de l'autre. C'est une notion plutôt sympa, non ? La gravitation ralentit le temps, ce qui est l'une des clés d'une forme de voyage dans le temps. Quand on s'éloigne d'un champ gravitationnel comme celui de la Terre, le temps s'écoule différemment qu'à la surface de notre planète. Plus la vitesse est élevée, et plus la différence est grande. Cela signifie que des voyageurs spatio-temporels se trouvent parmi nous. Et voici leur véhicule. Le cosmonaute Sergueï Krikalev est le champion du voyage dans le temps. Il a passé 803 jours en orbite à une vitesse de 27 400 km/h. Comme il se déplaçait rapidement sans subir la gravité terrestre, le temps s'est écoulé plus lentement pour lui que pour nous. À cause de cette différence, il a voyagé dans le futur, 1/48e de seconde dans le futur. Dans l'absolu, ce chiffre n'a rien d'impressionnant. Mais s'il avait disposé d'une plus grande puissance lui permettant d'approcher la vitesse de la lumière à plus d'1 milliard de kilomètres par heure, il serait entré dans le domaine de l'étrange. Mettons qu'il soit parti pendant 1 an. À son retour, il n'aurait vieilli que de 12 mois, alors que 10 années se seraient écoulées sur Terre. Voici une autre machine à voyager dans le temps, encore plus efficace qu'une fusée. C'est le Grand Collisionneur de Hadron, ou LHC, à cheval entre la France et la Suisse. Le plus gros et le plus puissant de tous les accélérateurs de particules. Steve Nunn enseigne la physique au MIT. Avec des milliers d'autres scientifiques, il transforme des morceaux d'atomes en voyageurs temporels. Leur méthode ? Pousser des protons à une vitesse frôlant celle de la lumière pour qu'ils entrent en collision. Les particules subatomiques générées par les explosions ne vivent qu'1 milliardième de seconde. Mais le LHC permet de prolonger ce minuscule laps de temps.
Le LHC du CERN est une machine à voyager dans le temps, et ce grâce à une étrange propriété physique. La vélocité n'est pas telle qu'on l'imagine. À une vitesse normale, la vélocité correspond à cette définition classique, mais à très haute vitesse, elle atteint une limite maximale. Les protons qui tournent dans l'anneau avancent presque à la vitesse de la lumière et ne peuvent pas aller plus vite. Au lieu de cela, leur horloge interne se met à ralentir. Chaque fraction de seconde dure plus longtemps qu'à la normale. En d'autres termes, les protons qui circulent dans l'anneau ont des horloges plus lentes que les nôtres. Ils voyagent donc dans le temps par rapport à nous. Les protons du CERN nous prouvent que nous sommes nous aussi capables de voyager dans le temps. Les vaisseaux spatiaux de l'avenir, qui voyageront à une vitesse proche de celle de la lumière, partiront peut-être pour des missions de 10 ans. Pour leur équipage, seules 10 années s'écouleront. Mais sur Terre, 1000 années passeront. Les astronautes reviendront sur un monde tout à fait différent de celui qu'ils ont quitté. Le voyage vers l'avenir est possible. Mais est-ce un aller sans retour ? Notre rêve de voyage en avant et en arrière dans le temps est-il réalisable ? Avec la technologie adéquate, des vaisseaux spatiaux pourraient un jour nous faire voyager dans le futur. Mais est-il possible d'inverser son cours et de partir dans le passé ? Ce n'est peut-être pas aussi dur qu'il y paraît. Après tout, le passé est tout autour de nous. Suivez-moi attentivement. La vitesse de la lumière est de 300 000 km/s. C'est terriblement rapide. Lorsque la lumière passe d'un point à un autre, cela prend du temps. Par conséquent, où que l'on tourne les yeux, c'est le passé qu'on regarde. Il faut un peu plus d'1 milliardième de seconde à la lumière pour parcourir 1 mètre. Vous voyez donc la personne assise à vos côtés, 1 milliardième de seconde dans le passé. La lumière du Soleil met 8 minutes à nous arriver. Et plus nous pénétrons dans les profondeurs de l'espace, plus nous remontons le temps. Des satellites ont photographié la frontière de l'univers à 13,7 milliards d'années-lumière de nous, soit 13,7 milliards d'années dans le passé. Nous regardons en permanence vers le passé, mais cela va encore plus loin. Selon Einstein, le temps équivaut à l'espace. Comme tous les atomes de l'espace existent ici en ce moment précis, cela signifie que tous les atomes du temps existent également ici et maintenant. Sean Carroll est physicien à l'Institut de technologie de Californie. Les physiciens ont une vision pérenne des choses. Ils pensent que l'univers entier, tout l'espace quadridimensionnel dans lequel nous vivons, est continuellement réel. Nous existons à divers moments de ce continuum espace-temps et nous ressentons différentes choses à différents moments dans le temps. Le futur ne devient pas réalité à mesure que le temps passe. Il existe au même titre que le passé ou le présent. Le temps qui passe nous permet de découvrir le futur, mais il ne devient pas plus réel que le fait le passé. Nous pensons donc que le passé et le futur existent au même titre que le présent. Le temps nous entoure dans sa globalité. Mais peut-on voyager dans le passé depuis le présent ? Au début du XXe siècle, un jeune employé de l'Office des brevets de Berne, du nom d'Albert Einstein, entrouvre les portes du passé. Alors qu'il part au travail en tramway, le jeune homme de 20 ans lève les yeux sur une horloge et soudain, c'est la révélation. Einstein comprend que la notion de temps dépend de l'endroit où l'on se trouve et de la vitesse à laquelle on se déplace. Le temps est la 4e dimension, étroitement liée à la longueur, la largeur et la profondeur, les 3 dimensions de l'espace. Quelques années plus tard, Einstein applique ses idées aux effets de la gravitation sur l'espace et le temps pour dessiner une carte mathématique du cosmos. Il fait la preuve de la courbure de l'espace-temps.
Si l'univers est courbe, il existe donc peut-être des moyens de fabriquer des passerelles ou de créer des boucles dans le continuum pour rendre le voyage dans le temps possible. Telle est la conclusion rendue en 1949 par Kurt Gödel, l'un des grands mathématiciens de son époque. Grand ami d'Einstein, il décide un jour de vérifier si les équations de son illustre collègue permettent le voyage dans le temps. Il découvre que c'est effectivement le cas. Si l'univers tourne sur son axe et que vous restez parfaitement immobile, il est possible de vous rendre à n'importe quel lieu et n'importe quel moment de l'univers. C'est une découverte fascinante. Sauf que nous savons aujourd'hui que l'univers ne tourne pas. Et sans cette rotation, le voyage dans le temps est impossible. La solution de Gödel s'avère donc erronée, mais ses idées révolutionnaires inspirent une nouvelle génération de chercheurs. Le professeur Frank Tipler fait partie des rebelles qui ont repris le flambeau de Kurt Gödel. J'ai été fasciné par l'article de Gödel, que j'avais lu lors de mes premières années au MIT, et je me suis demandé si je serais capable de concrétiser la suggestion d'Einstein. Était-il physiquement possible de le faire ? On ne peut pas faire tourner l'univers. Soit il tourne de lui-même, soit il ne tourne pas. Mais il est peut-être possible d'agir à plus petite échelle. J'ai donc choisi le cylindre, qui est le modèle de travail le plus facile en relativité, et j'ai réussi à démontrer qu'un cylindre en rotation générerait ces boucles dans le temps qui permettraient de revenir en arrière. Le cylindre géant de Frank Tipler tournerait dans l'espace à une vitesse approchant celle de la lumière. L'espace devient temps et le temps devient espace. Et les deux notions s'enroulent autour du cylindre. En avançant autour du cylindre, on remonte donc le temps. Le temps va dans cette direction. Mais autour d'un corps en rotation très rapide, on peut aller en arrière dans une spirale et donc remonter le temps. Pour mon article, j'avais choisi comme titre « La construction d'une machine à voyager dans le temps ». Mais le comité de relecture trouvait cela un peu trop accrocheur. Il souhaitait un intitulé plus sérieux. C'est donc devenu « Les cylindres en rotation, possibilité de violation de la causalité globale ». C'était un titre qui ne pouvait absolument rien dire à personne, à moins de lire l'article. Tipler découvre un peu plus tard que sa théorie est bancale. Je me suis rendu compte que le cylindre en rotation, même s'il offrait une solution facilement réalisable pour les équations d'Einstein, n'était pas très réaliste. Car il aurait fallu qu'il soit infini, et créer un cylindre infini est finalement aussi difficile que de créer un univers, ce qui est évidemment impossible. Je me suis alors demandé s'il n'était pas possible d'appliquer ce principe à bien plus petite échelle. Malheureusement, j'ai découvert que c'était là aussi impossible, parce que si l'on essayait d'accélérer un corps pour créer une machine à voyager dans le temps, il se trouve que l'on percerait un trou dans l'espace-temps avant même de réussir à générer les conditions du voyage dans le temps. On créerait une singularité au beau milieu de l'espace-temps. J'ai donc dû abandonner mon rêve de voyage dans le temps. Le cylindre en rotation n'est peut-être pas viable, mais l'univers contient des corps très massifs qui tournent déjà à une vitesse proche de celle de la lumière. Les trous noirs. L'incommensurable force gravitationnelle des trous noirs pousse les lois de la physique dans leur dernier retranchement. Les secrets de la machine à remonter le temps se trouvent-ils dans les abysses des trous noirs ? Les trous noirs sont des objets petits mais extrêmement massifs, présents dans tout l'univers. Leur champ gravitationnel est si intense qu'il déforme le tissu de l'espace-temps plus que n'importe quel autre objet céleste connu. Est-il possible de maîtriser les propriétés de déformation du temps d'un trou noir? Peut-on s'en servir pour voyager dans le temps? Un
trou noir n'est pas une machine à voyager dans le temps. Un homme qui y pénétrerait tomberait dans une singularité et mourrait écrasé. Nous ne comprenons pas encore très bien ce qui se passe au centre d'un trou noir, mais nous n'avons aucune raison de croire que cela peut nous faire remonter le temps. Un trou noir est une sorte de rue à sens unique. Si on pénètre dedans, on n'en ressort jamais. Le trou noir n'est donc pas la solution. Mais une autre anomalie cosmique, vedette de la science-fiction, serait peut-être plus adaptée. Les trous de verre. Il s'agit de portes magiques reliant deux endroits éloignés. Ces passerelles cosmiques nous permettraient de traverser l'espace et de voyager dans le temps. Pénétrez dedans et vous prenez un raccourci spatio-temporel. L'existence des trous de verre n'a toujours pas été prouvée, mais la théorie qui les sous-tend est très solide. L'un des grands spécialistes mondiaux du sujet est un physicien du nom de Kip Thorne. Il peut, par exemple, nous expliquer pourquoi on leur a donné ce nom. Imaginez une pomme dans laquelle un verre perce un trou d'un côté à l'autre. La surface de la pomme correspond à notre univers. Et le verre est passé dans une autre dimension pour en atteindre l'autre côté. S'ils existent, les trous de verre sont plus petits qu'un atome. Pour les emprunter, il faut donc écarter leurs bords et les maintenir ouverts. Forcer l'ouverture d'un trou de verre demanderait une énergie titanesque. Pas de l'énergie ordinaire, mais ce que l'on appelle de l'énergie négative. L'énergie négative est antigravitationnelle. Elle a un effet répulsif sur le tissu de l'espace-temps et empêcherait donc la gravitation d'écraser le trou de verre. Mais il y a un hic. Pour beaucoup de gens, l'énergie négative n'est qu'un mythe. L'idée d'une énergie antigravitationnelle ne tient pas debout. Mais d'un autre côté, la physique moderne est capable d'en créer tous les jours en laboratoire. En petite quantité, certes, et le plus souvent de nature transitoire, mais c'est tout de même de l'énergie négative. Je ne pouvais donc pas balayer cette possibilité d'un revers de manche. Une question fondamentale se posait. Une civilisation suffisamment avancée serait-elle en mesure d'accumuler suffisamment d'énergie négative et de l'appliquer assez longtemps à l'intérieur du trou de verre pour agrandir son ouverture et permettre à une personne de l'emprunter pour remonter le temps? La réponse, c'est que nous n'en savons rien. Dans le même temps, un autre physicien rebelle cherche un autre moyen de maîtriser les capacités de déformation du temps des phénomènes célestes. Richard Gott travaille sur le voyage dans le temps depuis plusieurs dizaines d'années. Sa machine temporelle innovante utilise la force gravitationnelle qui entoure les cordes cosmiques pour créer des boucles dans le temps. Les cordes cosmiques sont des filaments d'énergie qui courent peut-être à travers l'univers. On en a fait un poème. Il était une jeune lavandière qui allait plus vite que la lumière. Elle partit un matin au lavoir et ne revint que la veille au soir. Le problème, c'est que selon Einstein, on ne peut pas construire de vaisseau spatial plus rapide que la lumière. Mais, dans la relativité générale, qui est la théorie de la courbure de l'espace-temps, on peut devancer la lumière à condition de prendre un raccourci, ce qui nous permet de tourner autour des cordes cosmiques et de remonter le temps, comme le fait notre lavandière. Personne ne sait si les cordes cosmiques existent vraiment, mais pour beaucoup de physiciens, cela ne fait aucun doute. Elles seraient des vestiges de l'énergie à très haute densité du Big Bang, plus étroite qu'un noyau atomique. Certaines de ces cordes seraient courtes, d'autres infiniment longues, mais toutes exerceraient un gigantesque champ gravitationnel. Et qui dit gigantesque champ gravitationnel, dit possibilité de création d'un raccourci dans l'espace-temps.
Voici comment fabriquer une machine à voyager dans le temps alimentée par les cordes cosmiques. On pourrait croire que le milieu qui entoure ces cordes est plat comme une pizza. Mais comme la masse de la corde est très importante, cela ressemble plutôt à une pizza à laquelle il manque une part. Je découpe donc une part de cette pizza, je l'enlève, puis je plie la pizza pour en joindre les bords et en faire une sorte de cône. Mettons que je me trouve sur la planète A. J'envoie un rayon lumineux à la planète B à la vitesse de la lumière. Mais je peux également partir en vaisseau spatial moins vite que la lumière et prendre un raccourci pour arriver avant mon rayon lumineux. Cela signifie que mon départ et mon arrivée sont plus éloignés dans l'espace que dans le temps. En d'autres termes, le trajet peut faire 4 années-lumière de distance et 3 années-lumière de temps. Ensuite, je peux une nouvelle fois découper ma pizza pour en ôter une autre part. Cela me donne 2 cordes cosmiques et je peux plier ma pizza pour en faire un bateau. C'est à cela que ressemble l'espace-temps autour des 2 cordes cosmiques. Si je fais le tour de ces cordes cosmiques avec mon vaisseau spatial, je peux revenir à la planète A à midi, c'est-à-dire au moment de mon départ. Je peux donc revenir et me serrer la main avant que je parte. Le moi pluvieux est de retour à temps pour voir le moi jeune décoller. Cela me met donc en mesure de revivre un moment de mon propre passé. Et cela, c'est un véritable voyage dans le temps. Mais cette théorie pose elle aussi quelques problèmes. Pour commencer, pousser 2 cordes cosmiques l'une vers l'autre à grande vitesse pourrait créer un trou noir. On risque de trouver la mort au terme du voyage dans le temps, ou même avant qu'il soit terminé. L'autre souci, c'est que pour remonter 1 an en arrière, il faudrait créer une boucle dont la masse équivaudrait à la moitié de notre galaxie. C'est donc un projet que seule une civilisation extrêmement avancée pourrait entreprendre. C'est bien au-delà de nos capacités actuelles. Richard Gott et ses collègues ne disent pas qu'ils sont en mesure de fabriquer une machine à voyager dans le temps. Ils cherchent simplement à savoir si les lois de la physique permettraient ce voyage. Tous les scénarios de création d'une machine spatio-temporelle possèdent des problèmes inhérents. Car la nature semble disposer d'une force qui détruirait peut-être ce genre de machine au moment où on tenterait de l'activer. La solution serait de trouver le moyen de contourner cela. Nous pensons que c'est une conséquence des lois de la gravitation quantique, lois que nous ne comprenons pas encore. Nous connaissons les effets de la gravitation sur les objets de taille conséquente tels que l'homme, la Terre ou les étoiles. Mais nous ne comprenons toujours pas comment elle fonctionne dans le domaine quantique, qui est celui de l'infiniment petit, des ondes et des particules. Mais l'absence de compréhension n'a jamais constitué un frein à l'expérimentation. Dans la vision einsteinienne de l'espace-temps, le voyage dans le temps touche donc à l'impossible. Mais il existe un autre monde et d'autres lois physiques où les théories rationnelles d'Einstein n'ont plus cours. Ce monde se trouve au cœur des atomes où les étranges lois de la mécanique quantique règnent en maître. N'ayez pas peur. C'est étrange, soit, mais fascinant. L'idée qui sous-tend la mécanique quantique, c'est que le monde est beaucoup plus riche que ce que l'on en voit. Lorsque l'on regarde une particule, on la voit en un endroit et un seul. Selon la physique quantique, quand on ne la regarde pas, cette particule existe partout. La probabilité est peut-être plus forte de la voir à un endroit plutôt qu'à un autre. Mais l'éventail de possibilités est en fait infiniment vaste. Si l'on attaque le problème du voyage dans le temps sous l'angle de la mécanique quantique, on peut s'attendre à tout. L'une des plus étranges propriétés de la mécanique quantique s'appelle l'intrication.
Elle implique que deux particules s'affectent mutuellement, même à des kilomètres ou à des années-lumière l'une de l'autre. C'est un peu comme le vaudou. Lorsque l'on plante l'aiguille dans la poupée, la personne est affectée. Mais, contrairement au vaudou, l'intrication quantique se fonde sur de solides preuves scientifiques. De nos jours, les banques suisses financent des expériences dont le but est d'utiliser l'intrication pour créer des clés de sécurité inviolables pour les transactions informatiques. Le professeur Nicolas Gisin est l'un des grands pionniers dans ce domaine. Spécialiste de physique quantique et de fibres optiques, il a confirmé l'intrication quantique en démontrant la parfaite synchronisation de photons ou particules de lumière à très grande distance les uns des autres. Selon les lois de la physique quantique, lorsqu'on agit sur un photon, ce n'est pas seulement ce photon qui réagit. On obtient une réaction identique de deux photons. Ces deux photons, même éloignés l'un de l'autre, ne constituent qu'un seul système global qui réagit immédiatement. C'est le principe de l'intrication quantique. Nicolas Gisin envoie des signaux de photons le long des câbles optiques qui traversent Genève. À l'aide d'un laser, il active une paire de photons situés à un bout des câbles. La paire située à l'autre bout réagit instantanément. Rien ne semble bouger et il n'y a aucun échange d'énergie, mais les particules échangent tout de même des informations. Einstein définissait cela comme une effrayante action à distance. Ce n'est pas une chose qui parcourt l'espace-temps, ni qui se déroule dans l'espace-temps. Rien dans l'espace-temps ne peut nous expliquer la nature de ces corrélations éloignées. C'est ce qui nous pousse à conclure qu'elles sont en quelque sorte étrangères à l'espace-temps. Cela entraîne bien sûr de profondes implications pour notre compréhension de l'espace-temps, ou plutôt pour notre non-compréhension de l'espace-temps. Certains scientifiques pensent que l'intrication quantique peut permettre d'envoyer des messages dans le passé. À l'université de Washington, le physicien John Cramer travaille sur cette théorie. Tout comme son collègue suisse, ses expériences portent sur les photons reliés par l'intrication quantique. Mais Cramer tente d'envoyer des signaux photons depuis le présent jusqu'au passé très proche. Ces lasers et autres appareils de mesure appelés interféromètres constituent le cœur de sa machine à voyager dans le temps. Le premier interféromètre, Alice, envoie des photons au second prénommé Bob. Si sa théorie est viable et qu'il trouve la bonne calibration, Bob recevra le message d'Alice une fraction de seconde avant l'envoi. Cause et effet seront alors inversés. C'est Alice qui contrôle si nous aurons un comportement d'onde ou un comportement de particules. Comme les photons sont liés par l'intrication dans l'espace, Bob, qui attend de recevoir le signal, cherche dans le même temps s'il reçoit une interférence. La distance n'est que de quelques centimètres, elle n'est pas très grande, mais c'est simplement pour la commodité de l'expérience. Bob pourrait se trouver à une année-lumière d'Alice sans que cela change en rien le résultat. C'est la nature de l'intrication. Mettons que je déroule une bobine de 10 km de fibre optique, Alice enverrait alors le signal 50 microsecondes après sa réception par Bob. Elle enverrait le message dans le passé, 50 microsecondes en arrière. On pourrait donc se servir de ce principe pour envoyer des informations dans le passé. Si l'expérience est concluante, le message n'arrivera qu'un millionième de seconde avant d'avoir été envoyé. Mais cette incursion dans le passé, même d'une minuscule fraction de seconde, révolutionnerait notre compréhension du temps. Cela démontrerait que la rétrocausalité, la théorie selon laquelle les événements futurs peuvent influer sur le passé, existe bien.
Si cela fonctionne, ce sera un tournant dans le domaine de la physique, mais aussi dans celui de l'industrie de la communication. Et si l'on est en mesure d'envoyer des messages dans le passé, cela ouvrirait un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité. Cela modifierait nos civilisations à un point que je ne peux même pas imaginer. Mais tout cela nous indique probablement que l'expérience ne marchera pas, parce que la nature ne nous permettra certainement pas d'envoyer des messages dans le passé. Je ne pense pas que la théorie de la rétrocausalité soit sérieusement envisageable. De toute évidence, le temps évolue et avance vers l'avenir. D'un autre côté, il faut bien admettre que le temps est encore très mal compris par les physiciens. Mais il est très probable qu'à l'avenir, notre compréhension du temps sera beaucoup plus poussée, voire très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Admettons qu'un jour, nous ayons une vision plus claire de ce qu'est le temps. Après avoir résolu l'énigme de la gravitation quantique, nous construisons une machine à voyager dans le temps. Que se passera-t-il? Aurons-nous la possibilité de modifier le passé? Les réponses à ces questions sont fantastiques, dérangeantes et un tantinet étrange. Nous essayons d'envoyer des signaux dans le passé. Si ça fonctionne, peut-être pourrons-nous envoyer un homme dans le passé. C'est une idée fascinante, mais qui nous place devant un paradoxe, c'est-à-dire une situation qui se contredit elle-même, qui n'a pas de sens. Par exemple, supposons que nous envoyions un traitement contre le cancer dans le passé. Ceux qui sont morts du cancer seraient-ils en vie? Les voyages dans le temps regorgent de ce genre de mystère. Il y a plusieurs choses que nous aimerions comprendre dans le voyage dans le temps. Premièrement, est-ce possible, même théoriquement? Les lois de la physique autorisent-elles le voyage dans le temps? Nous n'en savons rien. Nous avons besoin des lois de la gravitation quantique pour tenter de le savoir. Deuxièmement, s'il est possible de remonter le temps, quelle sera la réaction de la nature face à ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père? Il s'agit du cas où je me rends dans le passé et où je tue mon grand-père avant la conception de mon père, ce qui fait que je change le cours de l'histoire et que je ne peux plus exister. Comment la nature réagira-t-elle à cela? Selon l'interprétation conservatrice, l'espace-temps est une entité unique à 4 dimensions. Il ne change pas. Les voyageurs temporels qui se rendent dans le passé ne le modifient pas, car ils en ont toujours fait partie. En d'autres termes, des voyageurs temporels à bord du Titanic pourraient donc avoir averti le capitaine à propos de l'iceberg. Mais il ne leur a prêté aucune attention. Pas plus qu'il n'a écouté les autres alertes aux icebergs, car nous savons que le Titanic a fini par en percuter un. C'est un exemple de la vision conservatrice, selon laquelle remonter le temps n'altère pas le passé. Ils peuvent néanmoins y participer. Et un farceur a même affirmé que ce n'était pas l'iceberg qui avait fait couler le Titanic, mais la surcharge de tous les voyageurs temporels qui avaient embarqué en douce pour le voir sombrer. En fait, si nous ne croisons pas des touristes venus du futur à tous les coins de rue, c'est pour une raison beaucoup plus simple. Personne n'a encore fabriqué de machine à voyager dans le temps. Même si nous disposons un jour de la technologie nécessaire pour remonter le temps, la machine ne fonctionnera qu'à partir du moment où elle a été créée, concevant ainsi la première boucle temporelle. Lorsque l'on crée une machine à voyager dans le temps en déplaçant des cordes cosmiques, on crée une boucle dans le temps, disons en l'an 3000, en déformant l'espace-temps. Le voyageur se dirige donc toujours vers l'avenir. Comme le fait cette voiture, il fait le tour de la boucle. Cela signifie qu'il peut passer de 3002 à 3001, mais qu'il ne peut pas revenir en 2010, car à cette époque, la machine n'avait pas encore été construite. Mais il y a peut-être une exception à cette règle.
Une exception qui, une nouvelle fois, vient du monde étrange de la mécanique quantique. Beaucoup de spécialistes pensent qu'il existe une multitude d'univers parallèles et que ces univers parallèles se trouvent partout autour de nous. Chaque fois que l'on décide d'aller à gauche ou à droite, c'est comme tirer à pile ou face. Deux possibilités existent. L'univers se sépare alors en deux branches, ce qui donne les univers parallèles infinis de la mécanique quantique. Si l'on admet l'existence d'univers parallèles, cela entraîne beaucoup de choses. Bien entendu, il faut toujours éviter les paradoxes logiques, et ce qui s'est déroulé dans le passé a bien existé. Mais cela signifie que ce qui s'est passé dans un univers ne s'applique qu'à ce seul univers, et pas au nouvel univers. Si les univers multiples existent, ce qui est le cas en mécanique quantique, et que vous retournez dans le passé pour tuer votre grand-père, votre victime est identique en tout point à votre grand-père, mais il n'existe que dans ce monde parallèle. Votre grand-père, tué par vous, qui venait d'un autre univers, ne concevra jamais votre père, lequel, à son tour, ne vous concevra pas. Mais cela n'a aucune importance, car vous n'avez jamais existé dans cet univers parallèle. Ce que vous avez fait avec votre machine à voyager dans le temps, c'est passer d'un univers à l'autre. Mais le voyage dans le temps, dans notre passé ou dans un univers parallèle, semble encore très lointain. La technologie nécessaire à la construction d'une machine à voyager dans le temps, qui n'aurait même qu'une chance infime de succès, est hors de notre portée, tout comme le voyage interstellaire est hors de portée d'une amibe. Notre niveau technologique est si dérisoire que nous n'avons aucun espoir. Le voyage dans le temps semble donc hautement improbable si nous attaquons le problème sous l'angle du transfert d'informations depuis le présent jusque dans le passé. Mais il existe un autre moyen de remonter le temps. Un moyen qui était encore tourné en ridicule il y a peu, mais qui se concrétise un peu plus chaque jour. Nous pourrions reconstruire le passé. La technologie connaît une croissance exponentielle. Nos ordinateurs seront un jour assez puissants pour simuler des mondes très complexes, en y incluant les erreurs que la vie a pu commettre par le passé. Il ne s'agirait pas de simples jeux vidéo. Ces simulations seraient si réalistes qu'elles pourraient passer pour la réalité. Ce ne serait pas le vrai passé, mais presque. Si vous voulez vraiment retourner dans le passé, il faut vous rendre jusqu'au futur le plus lointain. La technologie y sera alors suffisamment avancée pour permettre de reconstituer le passé. Vous pourrez alors voir à quoi ressemblait le passé, même le plus éloigné, en pénétrant dans la réalité virtuelle des ordinateurs du futur. Nous avons vu que le voyage dans le futur proche est possible, même si c'est un aller simple. Retourner dans le passé est peut-être envisageable en théorie, mais cela demanderait des quantités d'énergie astronomiques et une technologie extrêmement avancée. Notre plus grand espoir repose donc sur la reconstitution virtuelle du passé. À première vue, nous ne pourrons donc jamais remonter le temps pour revoir les proches que nous avons perdus ou pour corriger nos erreurs de jeunesse. La trajectoire dans le temps, de la naissance à la mort, est la seule chose que partagent tous les organismes vivants. Tout humain doit affronter le fait que la vie est courte et que le temps est précieux. Nous avons nos moments de gloire et commettons des erreurs. Si nous pouvions remonter le temps pour les corriger, pourrions-nous encore en tirer des leçons? Serions-nous les personnes que nous sommes aujourd'hui? Pour l'instant, tout du moins, il nous est impossible de remonter le temps. Mais cela ne nous empêchera pas d'essayer.